What's up, Poker Act 2? Yeah. Welcome to the World Series, baby. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Poker Actu le Mag. Nous nous retrouvons à Las Vegas, plus exactement au Casino Rio, puisque c'est là que se trouve la plus grande concentration de joueurs de poker au monde. Et nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux, probablement les meilleurs, qui vont vous donner un certain nombre de conseils techniques et stratégiques pour améliorer votre jeu, développer votre style. C'est tout de suite, et en attendant, voici les indiscrétions de Poker Actu. Allez, avouez-le, vous avez toujours rêvé de participer à un bon vieux street poker, surtout si vous êtes entouré des plus belles créatures d'Angleterre. C'est ce que propose un nightclub londonien qui met à la disposition de chaque joueur une danseuse qui sera chargée de se dévêtir à sa place. C'est donc une playmate qui devra s'effeuiller pour payer les bad beats de son joueur. À ce jeu-là, au moins, vous ne risquez pas d'y perdre votre chemise. Et en voilà un qui justement a dû se déshabiller, c'est Antonio Esfandiari. Suite à l'un de ses nombreux paris stupides qu'il a perdu, il s'est retrouvé à sauter en parachute en sous-vêtements. Eh oui. Mais le plus dangereux, ce n'est pas de sauter en parachute en slip, c'est d'avoir un type dans votre dos collé à vous. Là, bon courage quand même. Et puisqu'on a parlé d'Esfandiari, parlons aussi de son meilleur ami, Phil Lack. Sauf que pour lui, la fête est moins folle car il a été victime d'un violent accident de quad, pas mal de casse et il a dû être hospitalisé d'urgence. Les médecins ont diagnostiqué pas moins de 7 fractures et une blessure importante à l'œil droit. On lui souhaite un bon rétablissement. Bonjour Mike, comment ça va? Bien, merci mon Parle-nous pote. de ton surnom The Mouth, la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Eh bien, depuis que je joue au poker, j'aime parler. Et ma voix est assez forte. D'ailleurs, je déteste ma voix. Pourtant, je parle tout le temps. Quand la télé a commencé à filmer les parties de poker, je me suis fait remarquer parce que je parlais tout le temps. Donc on m'a donné un surnom qui attirait l'attention. Ça m'a aidé à me faire connaître et à être sponsorisé. Tu sais très bien qu'on peut pas faire une interview de toi sans parler tôt ou tard de trash talking. Ah, je parle toujours très mal lorsque je joue, mais uniquement avec les gens que je connais. On pense généralement que je parle mal à tout le monde, c'est faux. Par contre, lorsque je suis à une table de joueurs que je connais, j'adore ça. Je les connais, je sais comment ils jouent, et quand ils jouent mal, j'adore me moquer d'eux. Mais je ne le ferai jamais avec des gens que je ne connais pas, à moins qu'ils commencent à me provoquer. Si c'est le cas, ils ont perdu d'avance. La guerre est perdue pour eux. Pendant longtemps, tu t'es considéré comme le joueur de poker le moins chanceux de la Terre. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, c'est fini ça. On est responsable de sa propre chance, tu sais. Si tu es convaincu que tu vas gagner, tu peux gagner. C'est le pouvoir de la pensée positive. Lorsque je vais mal, j'en parle à mon coach, à mes potes, et cela me remonte le moral. Si tu pars perdant, tu vas perdre. J'en suis convaincu. Et si tu penses que tu vas gagner, ben tu vas gagner. Si tu crois en ta chance et que tu travailles dur, que tu n'abandonnes pas, le meilleur peut t'arriver. Depuis combien de temps tu travailles sur la pensée positive? Ça fait un moment déjà. Lorsque j'ai travaillé sur la pensée positive, j'ai fait les meilleures World Series de ma vie. Et puis, j'ai un peu abandonné mon travail sur la pensée positive parce que j'avais de gros problèmes personnels dans une relation, tu sais. Et cela s'est répercuté sur mon jeu. Lorsque j'ai fini 30e du Main Event 2008, alors que j'étais largement favori, je me suis dit, pourquoi faire tout ce travail pour me faire éliminer comme ça? C'était dur, mais j'ai mal réagi. J'ai cru que c'était acquis à jamais, mais bon, heureusement, j'ai pris confiance et là je me sens bien. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui est souvent sujet au tilt? Ben, ça ne m'arrive plus maintenant. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je suis parti en tilt. Il y a 3 jours dans le horse, il y a 2 mains que j'ai mal joué. Je suis passé à autre chose. Je pense que si vous laissez les bad beats vous déconcentrer, il faut vous trouver un psy et aller consulter.
Moi, j'ai un psychologue qui m'a aidé, qui m'a prescrit des médicaments parce que j'étais cyclotimique. J'avais de gros passages à vide qui m'affectaient terriblement. Mais si vous jouez beaucoup sur Internet, je pense que vous serez moins sujet au tilt. Parce que quand on est à une table de poker, on peut pas avoir autant de bad beats que ceux que vous pouvez prendre 10 fois par jour sur Internet. Donc, après un coup perdu, je passe à autre chose. Je pense que j'ai gagné en maturité. J'ai accepté l'idée qu'il y a des gens plus chanceux que d'autres. Même si tu es très bon, il te faut de la chance. Moi, je suis superstitieux. T'es superstitieux à quel point? Oh, très. Ouais, vraiment, ouais. T'as des porte-bonheur sur toi? Non, mais je me plie à des règles de superstition. Par exemple, je n'ai jamais de billets de $50 parce que ça porte malchance aux joueurs de poker. Je crois en ce genre de choses. Je peux te souhaiter bonne chance. Bien sûr. Merci beaucoup, Mike. Merci. Il ne reste plus que Eric Koskas à la Big Blind. Je pense qu'il peut payer. Il n'y a pas énormément à rajouter. Il a une main avec laquelle il peut vouloir avoir le flop, surtout face à Miniri. Et il y a déjà énormément dans le pot. Ouais. Voilà, il paye. Ah, il check avant de voir le flop. C'est ce qu'on appelle le check in the dark. Pas très courant à ce niveau de la compétition, mais bon. C'est un peu marginal, c'est un peu farfelu. Et là, il doit s'en vouloir d'ailleurs. Eric all in. Il a mis all-in avant de voir la turn. C'est pas conventionnel. That's very suspicious. En même temps, c'est un très très bon flop pour lui. Hein. C'est ce qu'il dit, Miniri. C'est très suspect. C'est très suspect parce que Eric, il a déjà joué comme ça tout au long du tournoi. Pas à toutes les mains, faut pas croire que ce soit un maniaque. Mais là, il y a un petit duel de personnalité entre eux. Il lui dit, tu sais que je bluffe tout le temps. Il lui dit, non, 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 tu bluffes pas tout le temps. I really put you on 9-10. 9-10. Never 9-10. Yeah, 9-10. Or spades, yeah, Queen Jack of spades. Or 5-7, maybe. Tu pourras avoir 9 et 10 ou No? des piques, tu pourras avoir des piques. I'm sure you fold. I can bet with 5-7. But please call me. Il lui dit, s'il te plaît, Il essaye paye-moi. de l'embrouiller là. Dario, please call me. Why? You say you're bluffing and you want me to call. Maybe you have 3 out on river. Peut-être que tu as 3 outs sur la river. It's a good deal for you. You don't have 9-10? Il dit, vas-y, paye. Tu fais une affaire en payant. You can't lie. Never. I swear. 7-9. 7-9 suited, not Tu spades. pourras avoir 7 et 9 assortis. 7 et 9 de pique. 7 et 9 de pique qui serait une main énorme en l'occurrence. I want to know your cards. Et Eric lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma montre? You want to show your hand after you pull. You will show your hand after. Est-ce que tu me montreras ta main après la fin du coup? Jack, and I show you my Wow. one card. Alors, si vous avez entendu, Eric vient de lui dire montre-moi ton as valet et je te montrerai mes deux If cartes. I show you ace jack, you show me your hand. Waouh. One card. If I show you my sevens. One card. It's not a good deal for me, If I show Dario. you my sevens. Et Dario lui dit, si je te montre ma paire de If I 7, show you my sevens, what do you show? But I know qu'est-ce que your tu hand. montres? I don't need to see. Et Eric lui dit, mais j'ai pas besoin de voir ta main, je sais ce que t'as. Et en l'occurrence, il a raison. Ouais, il essaie de l'embrouiller, il lui dit, j'ai pas le valet. Hein. J'ai un as, mais j'ai pas le valet. Et maintenant, il se cache. Mais quel show il nous fait. Okay, I fold. Bonjour Howard, comment ça va? En pleine forme. Alors, on va faire le tour d'un certain nombre de situations qui posent généralement problème aux amateurs et aux débutants. On commence tout de suite par As-Roi. Comment on joue cette main-là?
As-Roi est une très bonne main lorsque vous n'avez pas beaucoup de jetons. Par contre, c'est une main dangereuse en début de tournoi, lorsqu'on a beaucoup de jetons. Disons que les blindes sont à 50 et 100 au premier niveau, et vous avez 10 000 ou 20 000 de tapis. Alors, là, As-Roi est le genre de main avec lesquelles vous pouvez tout perdre. Bien sûr, vous n'avez pas à faire tapis pré-flop. Mais imaginez que vous relancez, que vous êtes payé. Il y a de bonnes chances pour que votre adversaire ait une paire. Le flop tombe et il y a un as. Soit vous allez prendre un petit pot, soit vous allez vous heurter à un brelan. Donc si vous jouez un très gros pot, cela signifie que vous êtes probablement battu. Bien sûr, vous pouvez être payé par As-Dame et prendre un pot correct. Mais si le pot devient vraiment énorme, c'est que l'autre a une meilleure main que vous. Donc c'est une main dangereuse et difficile, mais elle devient beaucoup plus agréable en fin de tournoi. C'est une main de rêve en table finale. Il y a une autre main qui pose généralement problème, ce sont les petites pocket pairs. Quels conseils vous pouvez donner? J'aime les petites pocket pairs en début de tournoi. Vous pouvez payer avec une petite relance, et si vous avez 20 000 de tapis, une relance de 300 ne vous coûte pas cher. Et si vous flopez un brelan, vous pouvez prendre un gros pot. As-Roi est une main difficile en début de tournoi. C'est le contraire pour les petites paires. En revanche, lorsque les tapis commencent à baisser, ce ne sont pas de mauvaises mains pour faire tapis. Mais vous serez payé par As-Roi ou par une paire supérieure. Donc c'est parfois délicat. Et si vous relancez et que quelqu'un fait tapis, qu'allez-vous faire? Vous devez passer. Et même si vous flopez un brelan, vous pouvez doubler votre tapis. Vous allez gagner 20 ou 30 big blinds, ce qui ne compense pas le risque que vous avez pris. Donc pour les paires, c'est le contraire d'As-Roi. Il y a d'autres mains beaucoup plus fortes, par exemple les paires de 10 et paires de valets. Seulement parfois on ne sait pas trop où on se situe. Je les joue un peu comme les petites paires. Parfois, au flop, il n'y aura que des petites cartes et vous allez gagner un petit pot, mais sinon il faut être prudent. Vous ne devez pas engager tout votre tapis avec ces mains en début de tournoi. Cela dit, en fin de tournoi, ce sont des mains géniales. Car si vous vous retrouvez à tapis contre As-Roi, la paire de 10 est celle qui a le plus de chances de gagner parce que vous bloquez toutes les quintes adverses et vos quintes sont bonnes. Avec 20, 30 ou 40 big blinds, vous aurez souvent la meilleure main car vos adversaires peuvent partir à tapis avec de plus petites paires. Vous serez contre As-Roi. Bien sûr, parfois, vous serez aussi face à une paire de dames, de rois ou d'as. Cela arrive. Donc, je préconise de les jouer doucement au début, puis agressivement en fin de tournoi. But those like tens or jacks, you have to play very aggressively late. I think you play carefully early. Après le flop maintenant, comment est-ce que vous jouez un tirage assez pauvre, par exemple un tirage quinte par le ventre? Un tirage quinte par le ventre est une bonne main pour faire un semi-bluff. Bien sûr, vous n'allez pas tout risquer dans un tel coup. Mais vous pouvez tenter un check raise ou une relance si vous sentez un peu de faiblesse. En jouant ainsi, vous vous offrez deux façons de gagner le pot. Cela ne veut pas dire que vous devez faire un check raise à chaque fois. Il faut choisir les bons moments. Parfois, il faut checker et attendre de voir ce que votre adversaire fait. Et si vous décelez de la faiblesse, vous pouvez relancer. Si vous sentez qu'il est fort, quittez le coup. Alors, situation inverse maintenant, vous avez un très bon tirage. Est-ce qu'il faut jouer de façon très agressive tout de suite? Oui, je pense qu'il faut jouer les bons tirages agressivement. Mais c'est un peu différent. Si vous flopez un tirage couleur avec 2 overcards, c'est une très bonne main.
Par exemple, un flop, hauteur As, avec 2 carreaux, et vous avez As-Dame de carreaux. C'est le genre de main que vous voulez jouer pour tous vos jetons, à moins d'être au premier niveau. Mais dès que vous avez moins de 60 ou 70 big blind, vous serez heureux de tenter votre chance de cette façon. Vous affronterez une paire le plus souvent, et vous serez favori. Parfois, vous affronterez un moins bon tirage, et c'est génial pour vous. Même contre un brelan, vous gagnerez une fois sur 3. C'est une belle main qu'il faut jouer à fond. That's just a nice hand, and you need to play it big. Est-ce que vous pouvez nous donner maintenant quelques conseils pour bluffer? Bluffing is picking your spots. Pour bluffer, il faut choisir les bons moments. Knowing when to bluff is all about reading. Savoir bluffer, c'est avant tout savoir lire son adversaire. Parfois, votre adversaire est prêt à vous payer quoi qu'il arrive. Il faut sentir ces choses-là. Parfois, à l'inverse, vous sentez qu'il a raté son tirage ou qu'il n'a pas de quoi payer une grosse relance. Et lorsque vous avez trouvé un moment où votre adversaire montre de la faiblesse, il faut appuyer sur la gâchette. Vous devez vous repasser le coup, voir en fonction des mises que vous avez faites et vous demander si votre adversaire peut se dire oui, c'est logique, il a la meilleure main. Parce que si vous avez été passif pendant tout le coup et que soudain vous faites tapis, votre adversaire risque de trouver que ça n'a pas beaucoup de sens. Votre but est de construire une histoire qui soit logique. Votre adversaire doit être convaincu que vous êtes plus fort et qu'il doit passer. Merci beaucoup, Howard. Avec plaisir, merci. Salut Andy, comment ça va? Je vais bien, merci. Alors tu as écrit un livre sur les tells, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent les tells? Les tells, ce sont ces indices que votre adversaire va laisser échapper et qui vont trahir la force de sa main. C'est généralement un geste ou un comportement. Vous avez peur et vous voulez paraître fort ou bien l'inverse. Quelle importance ça a dans le poker en général? C'est très important parce qu'au poker, il y a beaucoup de décisions qui sont très difficiles à prendre. Souvent, vous aurez une main qui ne peut battre qu'un bluff. Et si votre adversaire avait checké, vous auriez gagné. Mais dès qu'il mise, vous vous dites qu'il ne peut avoir qu'une meilleure main que la vôtre. Or, si vous passez à chaque fois que vous ne pouvez battre qu'un bluff, vous allez vous faire bluffer sans cesse. Donc parfois, il faut payer. Et chaque indice qui peut vous donner une information sur sa force ou sa faiblesse est le bienvenu. Cela peut vous aider à prendre des décisions délicates. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de tells communs? Souvent, lorsqu'un joueur aime sa main, il va mettre quelque chose sur ses cartes. Un jeton, par exemple. C'est parfois aussi évident que ça. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Comme, par exemple, la pupille des yeux. Si elle est dilatée, cela veut dire qu'il aime sa main. Cela peut aussi venir du ton de la voix. Il y a beaucoup d'histoires sur ces joueurs pros qui parlent beaucoup à leurs adversaires car ils veulent connaître le ton de leur voix lorsqu'ils sont détendus. Et puis, ils leur parlent quand ils sont impliqués dans un gros coup. Et ils comparent. D'après le ton de leur voix, ils sont capables de dire si l'adversaire bluffe ou pas. Alors je sais qu'à la table de poker, tu ne portes jamais de lunettes. Malgré tout, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais recommander à un jeune joueur? Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas beaucoup joué en live, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance et vous donnerez moins d'informations en portant des lunettes ou un chapeau. Tu sais, ce chapeau me cache de mes adversaires. Je peux les voir, mais eux ne peuvent pas me voir. Tu vois, il y a un gros trou et il y a plein de petits trous par lesquels je vois les autres. Et c'est pas seulement un chapeau, c'est aussi une arme alors. Ouais, exactement. Ce n'est pas qu'un chapeau, c'est une arme défensive. Que penses-tu des joueurs qui écoutent de la musique tout en jouant? Lorsque tu écoutes de la musique, tu es plus détendu, plus patient, parce que la musique t'occupe et que tu te sens moins obligé de jouer toutes les mains. Mais il faut quand même s'assurer que vous entendez ce qui se passe à la table, parce que parfois vous allez manquer une information importante. Merci beaucoup, Andy. Je t'en prie, merci. D'accord.
Vi måste kunna snacka om det här. Du får 200 spänn om jag får sitta kvar. One time! One time! One time! One time! One time! One time! Just one time. One time! One time, baby, please. One time is repugnant. One time, I'll tell you. One time. One time. One time. This is the microwaved card teleporting magic trick with the Queen of Hearts. First we open the microwave and place the card at the bottom. And then we set the microwave for 7 seconds. Okay, that sounded like it went well. Let's see. And there it is. It teleported to the top of the microwave. Queen of Hearts. Sierra, t'as déjà gagné beaucoup? Ouais. J'ai déjà gagné pas mal. Genre? Où? Hein? Genre? 200. C'est à moi? Oui, avec 3-0 derrière. Hein? Où et quand? Où et quand? C'était une partie privée. 200 000? Ouais. Il faut quand même qu'elle nous explique comment elle peut prendre 200 000 en jouant comme ça. Voilà. Mais sinon, et si c'est le cas, qu'elle m'invite. Qu'elle m'invite, moi, je veux bien trouverai venir du aussi. temps libre. Ça y est, avec des manches à ta On va dégager du temps. Wait, hey, Pip! Hey, Georgie, in the way! Bonjour Chris, comment ça va? Très bien, merci. Tu as un gros bagage scientifique et notamment en mathématiques, dans la théorie des jeux. Alors, quelle est la part de chance dans le poker? Beaucoup de gens surestiment la chance. Mais sur le long terme, personne n'est vraiment plus chanceux qu'un autre. Sur le long terme, c'est la compétence qui fait la différence. Si vous gagnez 60% des fois où vous jouez au poker, c'est génial. En tournoi, si vous gagnez 20% des parties, c'est déjà énorme. Parce que la plupart du temps, vous ne serez payé qu'une fois sur 10. Peux-tu nous parler de la philosophie du poker de tournoi? Il y a différentes stratégies. Au début, vous jouez comme en cash game. Vous voulez gagner des jetons, mais sans prendre de gros risques. Lorsque vous vous rapprochez des places payées en fin de tournoi, si vous avez un petit tapis, votre but sera de survivre. Car votre priorité est d'atteindre les places payées, bien sûr. Vous ne pouvez pas gagner un tournoi sans avoir déjà atteint les places payées. Donc, vous voulez survivre et être payé. Mais à l'inverse, si vous avez un gros tapis, vous pouvez mettre de la pression sur les plus petits tapis qui vont justement vouloir éviter les risques. Vous pouvez les bluffer, leur mettre la pression. Il leur sera difficile de mettre de la pression sur vous car ils risquent leur tournoi à chaque gros coup. Si le petit tapis gagne, tant mieux pour lui, mais s'il perd, il est éliminé. Le but est donc de survivre. En fin de tournoi, surtout en table finale, la stratégie change car dans les places payées, il y a des niveaux de rémunération. Les paliers de rémunération sont très violents. Donc, il est important de finir dans les 4 ou 5 premiers pour gagner beaucoup. Vous devez être prêt à prendre des risques. Si vous êtes short stack, chacune de vos décisions est capitale. C'est ce que j'aime en tournoi. C'est beaucoup plus excitant qu'en cash game. Il y a un moment crucial dans tout tournoi de poker, c'est l'apparition des ante. Ça change tout. Oui, c'est vrai. En début de tournoi, il n'y a pas d'ante. Puis, après quelques heures, elles font leur apparition. En général, les gens ont tendance à resserrer leur jeu. Mais c'est une erreur. Jamais élargir mon jeu, jouer davantage de mains. Il y a un autre moment important dans un tournoi, c'est quand on est à la bulle, c'est-à-dire juste avant les places payées. À la bulle, si vous avez un tapis minuscule, vous devez jouer très serré en attendant que quelqu'un soit éliminé avant vous. Si vous avez vraiment un tout petit tapis et que vous survivez, vos 3 pauvres jetons ont tout à coup beaucoup de valeur. Mais si vous êtes éliminé, vous avez perdu une grosse somme d'argent.
Avec un gros tapis, vous pouvez prendre plus de risques. Comme je le disais, vous pouvez mettre beaucoup de pression sur les autres. Car si vous avez un très gros tapis, vous avez moins peur d'être éliminé et vous pouvez accumuler des jetons. Vous n'y parviendrez qu'en mettant de la pression sur ceux qui veulent survivre. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour améliorer son jeu en heads-up? Quand vous jouez en heads-up, il faut jouer beaucoup plus de mains. Vous ne pouvez plus attendre de jouer les meilleures mains. Avec un seul adversaire, vous devez jouer plus d'une main sur deux. Sinon, votre adversaire va gagner beaucoup de petits pots. Vous devriez jouer environ 80% de vos mains. Si vous jouez moins de 80% de vos mains, vous laissez trop de marge à votre adversaire. Vous devez aussi jouer de façon plus agressive, car la valeur des mains décroît. Si vous jouez 80% de vos mains, votre adversaire en fait de même. Vous ne devez pas être effrayé par le flop. Vous ne devez pas imaginer que votre adversaire a tout le temps une main énorme. C'est finalement assez rare. Merci Chris. Merci. Voilà, Poker Actu Le Max, c'est terminé. On se retrouve évidemment très bientôt. Et je vous promets, vous ne serez pas déçus. Allez, salut.